Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du programme de spécialité de terminale, au cours de laquelle je vais aborder donc la notion de transformation non totale, ce qui va nous amener à définir cette notion d'équilibre chimique. Pour mettre en évidence cette nouvelle notion, je vais utiliser la réaction entre les ions fer 3, qu'on a ici dans une solution de sulfate de fer 3, et des ions thiocyanates apportés par la solution de thiocyanate de potassium. Lorsqu'on mélange les deux, on obtient un complexe coloré, ici dans la solution S1, et la transformation qui a lieu peut s'écrire pour l'instant sous cette forme où l'on voit apparaître donc un composé qui s'appelle un complexe, ici grâce aux ions fer 3 et aux ions thiocyanate. On va approfondir un petit peu pour voir ce qui s'est passé à l'intérieur de cette solution S1 et pour cela on va la répartir dans trois béchers totalement identiques. Dans le premier on va rajouter de l'eau et vous pouvez constater donc qu'on obtient une solution légèrement plus claire qui va nous servir de témoin. Dans le deuxième bécher on rajoute 10 ml d'une solution contenant des ions fer 3. Et on constate donc que dans cette solution S2, la couleur est légèrement plus prononcée que dans le témoin. Ce qui veut dire qu'il y a eu formation de davantage de complexes FeSCN2+. Et si c'est le cas, la réaction a pu se produire par ajout d'ions Fe3+, parce qu'il restait, dans la solution S1, il restait des ions thiocyanates SCN-. Dans le troisième bécher, on va cette fois rajouter de la solution contenant des ions thiocyanates. Et on constate là aussi que la couleur est plus prononcée que dans le témoin, ce qui veut dire qu'il y a eu là aussi formation du complexe, et s'il y a eu formation du complexe par ajout d'ions thiocyanates, cela veut dire que dans le bécher initial, il y avait des ions fer 3. Autrement dit, les deux réactifs qui permettent de fabriquer le complexe étaient encore présents l'un et l'autre dans la solution S1. On peut en conclure que cette réaction qui a lieu entre les deux réactifs n'est donc pas totale, puisque au bout d'un certain temps, on constate qu'il reste des deux réactifs. On va maintenant donc caractériser ce genre de transformation non totale. La première des choses que l'on peut dire, c'est qu'on l'a démontré, même si on attend suffisamment longtemps, l'état final va présenter la coexistence de tous les réactifs et de tous les produits. Cela signifie que même le réactif qu'on pouvait appeler de limitant, celui que l'on obtient, qui obtient donc la plus petite valeur de Xmax quand on étudie les différentes possibilités, ce réactif limitant ne va pas totalement réagir. Cela signifie que l'avancement maximal, donc théorique que l'on peut déterminer, n'a pas été atteint. On va donc définir un nouvel avancement, un avancement final, mais cette fois réellement atteint, qu'on va distinguer de l'avancement maximal par la notation XF. Et donc on constate que lorsqu'on a une transformation qui n'est pas totale, l'avancement réel, final, est plus petit que cet avancement maximal théorique. On peut quantifier un petit peu la différence ou le rapport qu'il y a entre ces deux avancements grâce à la notion de taux d'avancement final. Ce taux d'avancement se détermine donc par division de l'avancement réel par l'avancement maximal. Ces deux avancements sont bien sûr, comme toute grandeur inscrite dans un tableau d'avancement, exprimés en mol, et on obtient ainsi un taux d'avancement qui n'a pas d'unité. Si on obtient une transformation totale, là, dans ce cas, l'avancement final aura atteint la valeur maximale, et on obtient ainsi un taux d'avancement qui vaut 1. Si au contraire, on n'atteint pas cet avancement maximal, le taux d'avancement sera compris entre la valeur de 0 et de 1. Ce taux d'avancement peut être exprimé sous la forme d'un pourcentage. On peut avoir donc le 0,2 par exemple, si on obtient un taux, on peut dire que le taux vaut 20%. On parle également, donc dans le cas d'une transformation non totale, de transformation limitée. Prenons un exemple de détermination donc de ce taux d'avancement en étudiant la réaction chimique qui a lieu entre l'acide éthanoïque, CH3CO2H, et l'eau, et on se pose la question, est-ce que cette transformation est totale? Prenons donc une solution qui a une concentration en soluté de 3,50 10-2 mol par litre.
On en a 500 ml pardon, de cette solution et on mesure le pH. On obtient une valeur de 3,1. Si je construis le tableau d'avancement correspondant à la transformation chimique qu'il y a à l'intérieur. Je vous rappelle que l'acide éthanoïque, comme son nom l'indique, est un acide. L'eau a un caractère amphotère, peut jouer le rôle d'un acide ou d'une base. Donc ces deux espèces chimiques peuvent réagir l'une avec l'autre. L'acide éthanoïque va perdre un proton et se transformer en sa base conjuguée qui est l'ion éthanoate. Et l'eau va jouer le rôle de la base, va capter le proton et va se transformer en ion oxonium H3O+. Donc la différence avec les tableaux d'avancement classiques que vous avez déjà rencontrés, c'est qu'il va y avoir une ligne de plus qui permet de différencier l'état final réel si la transformation n'est pas totale, de l'état final dans le cas où la transformation serait totale. Pour l'instant, on n'en sait rien, on se pose la question. Donc mon tableau va comporter 2 lignes pour chacun de ces deux états théoriques ou réels. Donc sinon pour le remplissage du tableau, pas de modification. Vous avez ici le cas particulier où l'un des deux réactifs, donc l'eau, est le solvant, ce qui va simplifier un petit peu l'étude par la suite, et donc sa quantité est très grande par rapport à l'autre réactif. Bien évidemment c'est un réactif, sa quantité va diminuer, mais dans des proportions tellement infimes qu'on ne s'embête même pas à déterminer les quantités, et on écrit solvant donc dans l'ensemble des cases correspondant à cette espèce chimique. Initialement, on a une quantité de matière de l'acide que l'on peut calculer grâce à la concentration de la solution et son volume, donc C1 fois V1, et on a une quantité nulle pour chacun des deux produits. Dans l'état intermédiaire, la quantité du réactif diminue d'une grandeur proportionnelle à l'avancement et coefficient de proportionnalité correspondant au coefficient stoichiométrique qui est donc ici 1. On a donc une quantité restante qui vaut C1 fois V1 moins X, et pendant ce temps-là, évidemment, il est apparu X mol de chacun des deux produits. Lorsqu'on arrive donc à l'état final, eh bien, jusqu'alors, vous avez rempli la dernière ligne en faisant intervenir le Xmax, correspondant à la disparition du réactif limitant, mais on va remplir une autre ligne avec cette fois la notation XF au cas où on obtiendrait un avancement final qui n'est pas égal à l'avancement maximal. Donc maintenant, on va chercher à répondre à la question posée dans l'énoncé, c'est-à-dire est-ce que la réaction est totale ou non? Et on va donc commencer par une étude classique. Je vous ai dit que le solvant H2O était ultra majoritaire, donc le réactif limitant est ici l'acide éthanoïque, ce qui veut dire que à la fin de la transformation, vous voyez la case encadrée, eh bien cette quantité-là est nulle, et donc on peut ainsi calculer l'avancement maximal, C1 fois V1, ce qui nous donne 1,75 10-2 mol. On va confronter cette valeur maximale à une valeur réelle. Et qu'est-ce que on connaît de réel dans cette solution? Eh bien, c'est son pH. Voilà la grandeur qui caractérise l'état final réel de la solution. Et le pH va nous permettre, grâce à une relation qu'on a vue plus tôt dans l'année, de calculer la concentration des ions oxonium, H3O+. H3O+, c'est 10 puissance moins pH. On trouve ainsi 7,9 10-4 mol par litre. Et cette concentration d'ion oxonium est bien évidemment reliée à la quantité de matière des ions oxonium apparaissant au cours de la transformation. Alors attention, dans le tableau, ce sont des quantités de matière exprimées en mol. Donc on voit ici qu'à un instant final, eh bien, il s'est formé XF mol d'ion H3O+, donc N de H3O+, vaut XF mol, et cette quantité de matière est donc égale au produit de la concentration d'ion H3O+ qu'on vient de déterminer par le volume de la solution V1. On obtient par calcul 4,010-4 mol. Et donc le taux d'avancement final peut s'obtenir en faisant le rapport de XF par Xmax. On peut déjà conclure, puisque XF est plus petit que Xmax, et même largement plus petit, il n'y a pas de problème d'incertitude de mesure, que la transformation n'est pas totale. On peut quantifier ceci grâce au taux d'avancement, et vous voyez qu'on trouve un résultat qui vaut 2,3 10 puissance moins 2, soit 2,3%. L'acide éthanoïque se transforme très peu en fait lorsqu'on le met dans l'eau. La réaction est très peu avancée. Alors maintenant,
qu'on a fait le constat qu'il existait des transformations limitées, qu'on a vu comment on pouvait quantifier cette avancée plus ou moins grande de la réaction, on va chercher la cause. Pourquoi est-ce que certaines transformations ne sont pas totales? Et on va se baser sur l'exemple qu'on vient de voir en exercice, l'acide éthanoïque donc, qui se transforme selon une réaction acide-base en ion éthanoate et en ion oxonium. L'ion éthanoate est la base conjuguée de l'acide éthanoïque. L'ion oxonium est l'acide conjugué de l'eau. Donc on a ici affaire à une base et un acide qui peuvent réagir l'un avec l'autre. Et c'est ça qui va expliquer pourquoi certaines transformations ne sont pas totales, c'est que les produits issus de cette transformation eh bien, sont capables de réagir l'un avec l'autre. Ça n'est évidemment pas le cas de toutes les transformations. Certaines sont totales et donc fabriquent des produits qui vont être inertes l'un vis-à-vis de l'autre et il ne se passera rien de plus. Mais parfois, la réaction chimique fait apparaître des produits qui peuvent se transformer en réactifs en quelque sorte, se comporter comme des réactifs et se mettre à réagir ensemble. Donc apparaît à ce moment-là une réaction inverse, puisqu'évidemment l'ion éthanoate et l'ion oxonium, s'ils réagissent l'un avec l'autre, eh bien ça c'est une base qui va capter un proton et se transformer en CH3CO2H, et l'ion oxonium va libérer ce proton pour se transformer en eau. Donc il apparaît une réaction inverse à celle qui était écrite, et la réaction donc de base entre ce qu'on appelle les deux réactifs eh bien, sera appelée de réaction directe. Celle-là est appelée aussi réaction indirecte. Donc on voit qu'il y a coexistence de ces deux réactions chimiques opposées l'une à l'autre, et cela explique pourquoi eh bien, les produits ne vont pas atteindre leur quantité maximale que l'on pouvait imaginer en fonction de la quantité des réactifs. C'est que au fur et à mesure de leur fabrication, eh bien, ils se mettent à réagir l'un avec l'autre. Alors maintenant, on va faire un petit rappel qui va nous être utile pour la suite de la partie cinétique qu'on a abordée dans une précédente vidéo. Vous savez qu'il existe différents facteurs qui peuvent influencer la vitesse d'une réaction chimique, qu'on appelle des facteurs cinétiques, et l'un d'entre eux, c'est la concentration des réactifs. Initialement, on a donc des réactifs qui sont en quantité, en proportion, en concentration importante, et donc la vitesse de la réaction directe dépend de la concentration des réactifs, puisqu'ils sont à leur maximum en termes de concentration, on a une vitesse qui est importante. À l'opposé, les produits qui sont ici, capables de réagir l'un avec l'autre, initialement ne sont pas présents, ou très peu présents juste après l'état initial. Donc la vitesse de transformation, la vitesse de la réaction inverse va être faible. On a une vitesse directe qui est beaucoup plus grande que la vitesse inverse. Mais à partir du moment où on entre dans un des états intermédiaires et on avance dans la transformation, il y a de moins en moins de réactifs. Et donc, comme c'est un facteur cinétique, la vitesse de la réaction directe va se mettre à diminuer. Et pendant le même temps, puisqu'il apparaît des produits, eh bien là, vous allez avoir une vitesse de réaction inverse qui, au contraire, va se mettre à augmenter. Et on voit bien jusqu'où ça va nous emmener. La vitesse directe était plus forte, mais elle diminue. La vitesse inverse était plus faible, mais elle augmente. Et tout ceci va s'équilibrer lorsqu'on va atteindre l'état final. Les deux vitesses des réactions inverses l'une de l'autre vont être égales. Et ainsi, on va fabriquer des produits à la même vitesse qu'ils se mettent à disparaître. Autrement dit, les concentrations de toutes les espèces chimiques deviennent stables, elles n'évoluent plus, on a atteint l'état final. Donc macroscopiquement, ce que nous on est capable de détecter par des mesures, c'est que ces concentrations n'évoluent plus, que ce soit celles des réactifs ou des produits. On a donc atteint ce qu'on appelle un état d'équilibre où globalement il ne se passe plus rien. Maintenant, si on va voir microscopiquement, eh bien équilibre ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien. Les réactifs CH3, CO2H et H2O continuent à réagir l'un avec l'autre puisqu'ils sont présents dans le milieu, mais ils donnent naissance à des espèces chimiques qui vont elles-mêmes réagir ensemble, et ce,
à la même vitesse. Donc, microscopiquement, les deux réactions ont encore lieu. Certes, il y a équilibre, mais il continue à y avoir les deux transformations, parle donc d'équilibre dynamique. Quand on a affaire à une telle transformation qui est donc ici limitée, équilibrée, qui n'est pas totale, eh bien il va falloir modifier une toute petite chose à l'écriture de son équation. On ne pourra plus utiliser ce symbole-là qui nous dit que les réactifs se transforment en produits, mais il faudra utiliser cette double flèche qui veut bien dire que simultanément, eh bien vous avez ces deux espèces chimiques qui donnent ces deux-là, mais aussi on a le cheminement inverse. Et voilà donc comment on va écrire l'équation d'une réaction lorsqu'elle est non totale. Alors dans la prochaine vidéo, on parlera justement de cet état d'équilibre et quelle grandeur permet de caractériser cet état d'équilibre et comment il peut éventuellement évoluer. À très vite pour la suite de ce chapitre.